Aujourd'hui plus que jamais, les mots ont leur importance. On voit de plus en plus que cela soit des politiciens qui changent la signification de certains mots et d'autres des gens ordinaires qui pensent comprendre des choses alors qu'en réalité ils mésinterprètent certaines déclarations. Et tout ça parce qu'au final, ils n'ont pas les outils de compréhension nécessaires et donc ils sont persuadés parfois de certaines idées alors qu'ils se plantent complètement. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler un petit peu de voilà de ces rumeurs. On voit en France notamment le contexte assez étrange où l'on accuse la gauche d'être, et notamment la France insoumise particulièrement, notamment d'antisémitisme. On l'accuse aussi de négationnisme, de plein de choses, d'être un soutien au terrorisme. Et j'avais envie de vous parler de ça parce que, bah justement, ça veut dire quoi finalement le terrorisme? Est-ce que le terrorisme c'est juste un gars qui se fait exploser quelque part ou bien est-ce que ça va plus loin? Il est temps qu'on éclaircisse un peu tout ça et j'en suis notamment arrivé à faire cette vidéo grâce à ce post qui a été partagé voilà, par un de mes contacts, si nombreux sur Twitter. Voilà ce post notamment d'un certain François Camé qui est en plus, je vais dire, pertinent pour le coup, la comparaison, pourquoi pas. Mais on va surtout s'intéresser au tweet de base ici, de Kaplan, donc qui dit le Hamas n'est pas une organisation terroriste pour Mathilde Panot. Mathilde Panot, donc la France insoumise, c'est la gauche. Il y a juste eu une méthode terroriste utilisée le 7 octobre, résultat de 3 jours de négociations à gauche en France en 2024. Hashtag Front Populaire. Donc le Front Populaire, je vous rappelle, c'est l'alliance des gauches en France, c'est quelque chose d'inédit. Et bon, on va un petit peu parler du Front Populaire, mais on va d'abord vraiment s'attarder au sujet. Je vous montre pas forcément l'extrait. Enfin, si, allez, allons-y, comme ça vous aurez toutes les clés en main pour juger. On y va. Je voudrais savoir si aujourd'hui vous définissiez le Hamas comme une organisation terroriste. Alors, vous n'aurez pas de réponse à non, cette si. question. Alors, non. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons parlé de méthode terroriste. Je voudrais savoir si Évidemment, c'est coupé juste avant l'explication, ce qui est un peu dommage. D'ailleurs, souvent les extraits, c'est comme ça, les gens. Il y a quand même quelque chose un peu vrai, c'est que les gens font un peu dire tout et n'importe quoi, et pourtant, évidemment, si on utilise les mots différemment, ici par exemple méthode terroriste, il faut l'explication après, parce que peut-être que justement, notamment le mot terroriste est beaucoup utilisé pour parfois choquer, pour frapper, puisque c'est quelque chose qui est très ancré dans notre temps et qui fait beaucoup réagir et pose beaucoup de questions, donc parfois on utilise le mot terroriste pour aussi choquer. Donc bref, on s'en fout. En tout cas, elle a bien parlé, effectivement, elle relativise en parlant de méthode terroriste. Et là-dessus, le tweet ici de base, c'est pour ça que je l'ai laissé, parce que je trouvais ça quand même intéressant. Nous avons ce cher François qui nous dit « Michel Fourniret n'était pas un criminel, il utilisait des méthodes criminelles ». Et c'est vrai qu'à première vue, justement, on pourrait être tenté de se dire que c'est extrêmement pertinent et très juste, parce que, effectivement, parler de méthode terroriste, tout en, justement, ça donne une impression de justification, évidemment, de ce qui s'est passé dans l'attaque du 7 octobre, qui est effectivement une monstruosité sans nom. Je pense qu'on n'a pas besoin de le rappeler. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que effectivement, et je vous le dis, c'est pas pour voilà, je ne vais pas défendre Mathilde Panot, c'est pas mon but, je la connais pas bien, je connais pas très bien non plus la France insoumise, etc. Et ses idées profondes, je vais dire. Cependant, justement, je pense qu'on doit un petit peu s'attarder quand même sur le mot terroriste et un petit peu sur qu'est-ce que c'est que le terrorisme. Parce qu'au final, le terrorisme, ce n'est pas utilisé dans n'importe quelle condition et surtout pas par les mêmes acteurs. Il y a une vraie stratégie dans le terrorisme, une stratégie militaire qui explique l'utilisation effectivement de ces méthodes qui sont parfois effectivement dégueulasses. Donc, qu'est-ce que c'est que le terrorisme? Eh bien, avant toute chose, il faut bien avoir conscience
que terrorisme, c'est un terme qui a toujours été utilisé, notamment pour parler de personnes qui voulaient créer la terreur dans la société. Mais donc vous vous doutez bien, hein, puisque c'est la terreur dans la société, que c'est très dépendant de son contexte et de son environnement. On ne terrorise pas un Russe comme on terrorise un Français, par exemple, évidemment. Les idéologies sont différentes, les manières de percevoir la mort peuvent être différentes, etc. Donc le terrorisme n'a pas forcément toujours la même forme. Et surtout, en réalité, et c'est ça qui est intéressant, c'est que par contre, par exemple, les dictateurs utilisent le terrorisme pour justifier des mesures sécuritaires et ultra... alors attendez, je vais me mettre en grand. Évidemment, ultra axées sur le contrôle. Et c'est pour ça qu'il est temps d'un petit peu clarifier ce que c'est que le terrorisme. Parce qu'en réalité, le terrorisme, c'est une stratégie militaire qui est souvent utilisée par des groupuscules, par, on va dire, une armée, dans le cas d'un pays, contre une autre armée, un ennemi, qui a la majorité numérique, en réalité, qui a l'avantage numérique. Donc ça veut dire que, par exemple, dans le cadre de l'Ukraine, de la bataille entre l'Ukraine et la Russie, l'Ukraine a évidemment commis des actes qui ont été appelés terroristes par la Russie. Et en réalité, c'est probablement vrai, dans le sens où, effectivement, poser des bombes dans des bâtiments et les faire péter, c'est du terrorisme théorique. Et c'est là où vous allez commencer peut-être à comprendre un petit peu la nuance que l'on peut apporter au terrorisme. Puisque, évidemment, l'exemple le plus simple, c'est l'État islamique, qui utilise les attentats, et notamment contre des civils, pour essayer de se faire entendre. Et on peut constater aussi que ça marche extrêmement bien. Parce que, finalement, quand on voit l'État islamique, ils ont dû faire peut-être, allez, on va dire, on va calculer sur la France et la Belgique, ils ont dû faire une dizaine ou maximum une vingtaine d'attentats, certains plus gros que d'autres évidemment, puisque par exemple le Bataclan c'était des centaines de personnes, mais je ne sais plus exactement, mais il y avait une école qui avait été attaquée et là c'était 4 ou 5 personnes, donc avec plus ou moins de succès, mais ce que l'on remarque c'est qu'au niveau idéologique, cela a un impact énorme, parce que nous sommes dans des pays assez sécurisés, et donc c'est assez rare, finalement, d'avoir même plusieurs personnes qui décèdent à cause d'une attaque. Il faut bien avoir conscience que c'est bien dans nos pays où c'est assez particulier, parce que, par exemple, si vous allez en Syrie, il y a des attaques littéralement tous les jours, et les gens sont plus habitués que nous, en réalité, à la mort, même si habitués, c'est à mettre avec des gros guillemets, mais... Disons que pour eux, ça fait partie de leur quotidien et donc ils vivent avec. Et quand nous, évidemment, quand on va voir même quelqu'un qui se fait poignarder dans la rue par un homme qui se réclame de l'État islamique, ça va forcément nous toucher et nous prendre parce que, évidemment, ce n'est pas tous les jours que des gens sont assassinés, heureusement, dans nos pays. Alors, pourquoi est-ce que c'est si efficace? Et c'est pour ça que l'État islamique est très fort, c'est que, effectivement... l'État islamique, on n'a jamais été autant au courant de leurs idées que depuis qu'ils font des attentats. Est-ce que avant que, par exemple, Ben Laden fasse son attentat contre les États-Unis d'Amérique, est-ce que vous aviez entendu parler de cette menace? Est-ce que vous aviez entendu parler de leurs revendications, de ce qu'ils désiraient? Non, évidemment, c'est à ce moment que finalement les terroristes ont été réellement surmédiatisés. Et bien que, il y a un débat à avoir sur le fait, est-ce qu'ils sont trop médiatisés ou au contraire pas assez, à quel point en fait est-ce qu'on devrait médiatiser ces attentats finalement. Eh bien, ici, on le voit bien que maintenant, l'État islamique a en partie réussi son pari, puisque non seulement on connaît ses revendications, mais évidemment, si vous pensiez que l'État islamique n'avait pas pour objectif de diviser et donc aussi de faire en sorte qu'il y ait énormément de Français qui commencent à se positionner contre eux. Ah oui, mais alors, voilà, ça va en surprendre plus d'un, mais oui, évidemment que l'État islamique, ça lui arrange bien que les gens se détestent les uns les autres, que les gens se divisent, parce que toute dictature, évidemment, proclame un programme, proclame une certaine conduite à adopter, et donc toutes les personnes qui sont en dehors de cette conduite, ils ont tout intérêt à ce que soit elles ne fassent pas partie de leur nation,
soit qu'elle les exécute, hein, tout simplement. Et en l'occurrence ici, l'État islamique, son but c'était de diviser pour mieux régner, et bien qu'il se soit fait quand même bien poutrer la tronche, eh bien on peut constater que ça a bien réussi, puisque on a la montée notamment de l'extrême droite, et aussi, comme je vous le disais, on connaît très bien leur programme. Maintenant, voilà encore une fois aussi l'État islamique toujours un bon exemple, puisque pourquoi est-ce qu'ils font des attentats? C'est parce que, évidemment, ils sont ultra minoritaires par rapport à l'Union européenne et les États-Unis, et il me semblait qu'il y avait d'autres pays dans la coalition qui les combattaient. Et donc, forcément, en réalité, vous n'avez pas beaucoup de solutions quand vous êtes minoritaire. Quand vous vous battez à 1 contre 100, vous avez tout intérêt à faire ce qu'on appelle du sabotage, à faire des attaques intérieures, parce que, évidemment, ce sera plus facile pour vous d'être discret et d'essayer d'attaquer là où on ne vous attend pas, plutôt que d'y aller frontalement et de se faire complètement exploser, puisque vous êtes à 1 contre 100. Aujourd'hui, en plus, il y a les avions, il y a les bombardements, etc., qui font que voilà, l'État islamique, s'ils font une guerre classique, ils ont totalement perdu. Donc, c'est là aussi où il faut relativiser un petit peu, parce que, évidemment, dans le cadre de l'État islamique, tout le monde est d'accord pour dire que ce sont quand même des gros enfoirés, et on n'a pas trop de problème à s'imager, évidemment, comment dire, le problème qu'ils posent, et la gravité et la cruauté, surtout, hein, qu'ils ont et qu'ils répandent. Cependant, évidemment, justement, il faut aussi un petit peu avoir conscience que le vocabulaire change en fonction de qui va faire des attentats. On peut parler, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, les saboteurs, les résistants, hein, que tout le monde, plus ou moins, admire. Eh bien, il faut le dire, il y a eu des résistants qui ont fait des attentats. Ils ont détruit parfois des trains, parfois détruit aussi des bâtiments, attaqué des personnes, parfois des civils aussi, hein, qu'ils considéraient soit comme alliés aux Allemands, comme ils pouvaient aussi estimer que eh bien, c'était finalement une petite perte par rapport aux pertes de l'adversaire. Et évidemment, bah, du coup, pour les Allemands, c'était des terroristes, mais pour les résistants, c'était du sabotage, c'était des actes de résistance. Et c'est là où il faut bien avoir conscience de ce double discours qui a toujours lieu aujourd'hui, et que, en fait, en réalité, Mathilde Panot, en parlant de méthode terroriste, alors je pense qu'elle l'a fait de manière peut-être, voilà, hein, alors il faut voir son explication, mais peut-être que c'était extrêmement maladroit d'utiliser ces mots-là, mais il faut bien avoir conscience que terrorisme, en fait, le mot, voilà, le terrorisme en lui-même, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à définir, à nommer, en réalité, puisque ça dépendra toujours de l'angle que vous avez. Si aujourd'hui on vit dans une dictature, et que dans cette dictature il y a des gens qui résistent, et qui font exploser des bâtiments pour essayer d'inverser la tendance et de rendre le pays libre, évidemment peut-être que vous les verrez beaucoup plus positivement qu'à l'inverse, si vous êtes du côté de la dictature et que vous estimez que non, la dictature est très bien, à ce moment-là, vous verrez plutôt des terroristes. Et ça se voit même chez l'État islamique, parce qu'il faut bien le rappeler qu'à l'État islamique, certes, il y a des islamistes radicaux, mais si l'État islamique s'est implémenté en Syrie, ce n'est pas pour rien, c'est parce que les résistants, là-bas, les rebelles syriens qui essayaient de se battre contre Bachar al-Assad, se sont retrouvés à un moment donné, hein, totalement abandonnés, que ce soit par la coalition internationale, mais aussi par leurs différents partenaires, hein, alors que Bachar al-Assad avait le soutien des Russes, notamment. Et donc, quand ils se sont retrouvés à sec, notamment de munitions et d'armes, ils n'ont, pour certains, pas eu d'autre choix que de se tourner vers l'État islamique, sans pour autant, en fait, adhérer à leur vision du monde, mais simplement parce qu'ils avaient des armes, qu'ils avaient des manières de se défendre. Et donc, évidemment, vous vous doutez bien que, justement, ces personnes, hein, ces Syriens qui ont probablement rejoint l'État islamique pour essayer de libérer leur pays, eux, ne se considèrent pas comme terroristes, alors que l'État islamique commet des actes terroristes. Donc bref, tout ça pour expliquer bien comment, voilà, que le terrorisme dépend du contexte, dépend aussi des différents camps, et notamment ça a lieu aussi pour le conflit israélo-palestinien, puisque en effet, le Hamas fait
a commis des attentats, hein, bien sûr. Il a attaqué des civils et il les a massacrés. Mais il faut bien aussi avoir conscience que c'est dans un contexte que cela a lieu. C'est-à-dire que la Palestine est occupée, et notamment Gaza, depuis des décennies. Non seulement occupée, mais aussi on sait que les Palestiniens, avant le 7 octobre, n'avaient pas les mêmes droits que les Israéliens, ni même la même représentativité dans la démocratie israélienne. Et donc, en réalité, on a un véritable enjeu ici. Hein. On avait un peuple soumis, hein, persécuté, face à voilà, une nation, hein, qui, elle, devenait de plus en plus extrême, et c'est ce qui amène notamment à la situation d'aujourd'hui. Alors du coup, c'est ça la complexité en réalité de cette situation, c'est que, oui, bien sûr, alors pour ma part, évidemment, c'est mon opinion, mais bien sûr que, en fait, ces personnes, hein, le Hamas a commis des attentats. Alors on dit le Hamas, mais c'est très large, hein. Le problème, c'est que c'est une des branches du Hamas qui a commis des attentats, parce que le Hamas, c'est très large en réalité, et ça représente une partie aussi parfois de la population, de la diaspora palestinienne. Mais donc le Hamas a effectivement commis des attentats, mais évidemment, si vous vous mettez du côté des Palestiniens, pour eux, ça va peut-être être plus de la légitime défense, car il y a eu des centaines de Palestiniens qui ont été assassinés par des Israéliens, par des militaires israéliens, et l'on ne considère pas que cela est des attentats, alors qu'en réalité, bien sûr que ça en est. Et on peut d'ailleurs se poser la question, est-ce que les Américains n'ont pas eux-mêmes commis des attentats lorsqu'ils ont, par exemple, quand ils envoient des missiles sur les Houthis, hein, au Yémen? Est-ce que finalement ce n'est pas une manière aussi, hein, de tuer pour intimider, pour faire peur, et donc en quelque sorte, du terrorisme? Est-ce que il n'y a pas aussi, parmi le chef des Israéliens, justement, il y a littéralement, alors on parle aujourd'hui de génocide, etc., parce qu'en fait les termes changent en fonction de la responsabilité, et il faut bien admettre que les Israéliens sont une nation, donc on parle plutôt de génocide, on parle plutôt de mauvais traitements et de conventions, mais en réalité, quand les Israéliens, par exemple, ferment l'eau dans la bande de Gaza, c'est du terrorisme, évidemment. C'est une sorte de terrorisme, et on peut totalement aussi, hein, le critiquer. Et il faut bien avoir conscience que justement, comme le problème étant que ce sont toujours les minorités qui vont faire des actes terroristes, car ils ont l'infériorité numérique, eh bien, c'est beaucoup plus facile pour les personnes aux commandes de la majorité de les faire passer pour des terroristes, alors que parfois, ils ne vont pas dans le fond du problème. Par exemple, l'État islamique, c'est très vrai. Donc voilà, c'est pour... je parle évidemment de cette situation parce qu'elle est très représentative du terrorisme. Mais l'État islamique, évidemment que ce sont des monstres qui ont tué des civils et des citoyens français, belges et dans plein d'autres pays d'une manière atroce et injustifiée. Injustifiée justement... On peut revenir dessus parce qu'en réalité, l'État islamique aussi représente quelque chose. Et derrière, les personnes... Alors, je parle pas évidemment des cadres, hein, de l'État islamique qui, eux, sont juste des gens qui veulent du pouvoir et qui est finalement une extrême droite du Moyen-Orient qui a pris le pouvoir et qui a profité, hein, finalement de gens, hein, comme ici l'extrême droite fait la même chose. C'est-à-dire qu'ils font des promesses qu'ils ne tiendront jamais et gardent une sorte de statu quo, hein, dans lequel une certaine partie des gens vont être assez bien pour pouvoir écraser les autres. C'est comme ça que fonctionnent exactement tous les systèmes d'extrême droite, et l'État islamique en fait évidemment partie. Mais derrière l'État islamique, évidemment, les personnes qui, vous imaginez bien, pour se faire exploser quelque part, et donc sacrifier sa vie, et en plus, pour la plupart, c'était des très jeunes, donc sacrifier sa vie entière pour même juste faire quelques dégâts en sachant que ça ne fera pas... c'est pas comme ça qu'ils vont gagner, parce que l'État islamique sait très bien qu'il ne va jamais gagner sa guerre pour ses idées, il va jamais la gagner en faisant exploser 2-3 types comme ça, de temps en temps, une fois par an. Ça ne marche pas comme ça. Donc évidemment, en réalité, il y a des problèmes sous-jacents à tout ça qui font qu'ils arrivent à convaincre des jeunes gens à se faire exploser. Et c'est bien ça le problème que je trouve aujourd'hui derrière le terme terroriste, mais
pas seulement parce que le terme antisémite a perdu de toute sa substance, parce que Israël a réussi sa propagande pour dire que Israël égale juif, alors que pas du tout. Israël, c'est un État comme un autre. Alors certes, ils ont estimé que la religion nationale était le judaïsme, si je dis pas de bêtises, mais c'est pas pour autant qu'ils représentent tous les juifs de la planète. Vous vous doutez bien, ce n'est pas si simple. Déjà que nous, dans nos démocraties, déjà, on a du mal à représenter tout le monde. Donc vous imaginez bien qu'un pays ne peut pas comme ça, tout à coup, dire « Eh ben moi, je représente toutes ces personnes-là ». Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et en réalité, c'est là où je veux en venir, c'est que du coup, le terme antisémitisme a perdu de toute sa substance, depuis que maintenant on l'utilise à tort et à travers. Pareil pour le terme fasciste, puisque maintenant, on a l'extrême droite qui est véritablement fasciste, et de l'autre côté, on commence à dire que l'extrême gauche aussi est fasciste, mais sans aucune connaissance, sans aucune analyse de fond. Il y a même des personnes qui m'ont dit non mais oui c'est vrai, si tu te bases sur les experts, c'est que tu n'es pas capable de penser par toi-même. Et je pense qu'il y a un moment donné, il faut aussi un petit peu d'humilité et bien se rendre compte qu'on ne comprendra jamais tout seul. C'est littéralement impossible. Il y a des gens qui travaillent H24 sur des sujets. C'est un peu comme si vous aviez un mécanicien qui a travaillé 20 ans sur des voitures et que vous arrivez en ayant lu un article de journal sur la mécanique et que vous lui disiez « Ouais bon, dégage, maintenant moi je sais comment on fait ». C'est un peu du foutage de gueule, ça ne marche pas comme ça, évidemment, il y a l'expérience, mais il y a aussi l'étude, la compréhension, et qui joue, évidemment, dedans. Et vous ne rattraperez jamais quelqu'un qui passe ses journées à étudier un sujet, vous ne le rattraperez jamais, même avec de la vulgarisation, etc. Je pense, moi, la géopolitique, ça m'intéresse énormément, mais même en me renseignant 90% plus que mon entourage, par exemple, ça ne fait pas de moi un expert, et je le répète sans cesse. Je ne suis pas un expert. J'essaye de vulgariser ce que je lis sur Internet, j'essaye de partager ce que je comprends, et le but de cette chaîne, d'ailleurs, c'est de confronter aussi. Je vois bien, surtout là, dernièrement, par exemple, sur ma vidéo sur la Belgique, j'ai fait pas mal d'erreurs qui ont été corrigées dans les commentaires, et j'en suis très heureux, parce que justement, c'est comme ça qu'on avance, et c'est comme ça qu'on apprend. Mais, force est de constater qu'aujourd'hui, et surtout en France, je le remarque, mais ça vient en Belgique aussi, et c'est pour ça que j'en fais cette vidéo, c'est qu'on commence à complètement travestir les mots, à les utiliser, mais juste pour nous, quand ça nous arrange, et du coup, en fait, on arrive dans cette fameuse novlangue, hein, évidemment, dans c'est quoi, 1983, c'est ça? Je sais pas, je sais plus, mais Orwell, etc., évidemment, on en arrive à ces choses-là, mais donc une langue, en fait, qu'on a changé, hein, des mots dont la signification a été changée pour adhérer à une idéologie. Et ça, il faut que ça cesse, en fait. Il faut que ça cesse vraiment. Le Front Populaire, par exemple, j'en vois des tas de gens qui disent oui, mais moi, dans le Front Populaire, il y a Jean-Michel que je n'aime pas, donc je vais pas voter pour le Front Populaire. Il y a des gens qui disent ah oui, mais ce point-là, chez ce parti-là, me dérange, donc du coup, moi, le Front Populaire, c'est des fachos. Alors, vous pouvez bien sûr, chacun a son opinion, bien sûr, mais il ne faut pas pour autant s'égarer dans des logiques complètement absurdes et sans aucun fondement ni sens, parce que non, le Front Populaire, et c'est pour ça que je vous parle, parce qu'en tant que Belge, je crois que nous, on comprend bien mieux ce que représente le Front Populaire que certains Français qui semblent croire qu'une fois que des partis s'allient, il y a tout leur programme à tous les partis qui sont injectés forcément dedans. Non, le Front Populaire, c'est quoi? C'est une coalition entre des partis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont négocié, qu'ils ont mis certains points en avant et d'autres qu'ils ont laissés de côté. Et pourquoi alors est-ce qu'ils les laissent de côté? Est-ce que c'est pour les cacher? Est-ce que c'est pour que, en fait, ils les adoptent sans que vous le sachiez? Non, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on fait une coalition. En fait, en réalité, ces points-là seront faits au cas par cas. Et souvent, hein, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Ils sont proposés, par exemple, s'ils arrivent au pouvoir, le Front Populaire, ils vont bien sûr d'abord faire les points pour lesquels ils se sont tous mis d'accord. Et donc, moi, dans un sens, c'est comme les alliances de droite, hein, ça peut être aussi constructif. Eh bien, parfois, alors pas d'extrême droite, hein, je parle bien des alliances de droite, ça peut être constructif parce que vous échangez évidemment avec des gens qui, même s'ils partagent parfois vos valeurs et vos convictions, n'ont pas les mêmes solutions.
Et c'est là où, en réalité, une coalition demande des compromis. Vous imaginez bien que le PS n'a pas la même vision de la gauche que la France Insoumise, et que donc la France Insoumise a dû mettre de l'eau dans son vin, mais peut-être le PS aussi. Voilà. Le PS a peut-être dû aller un peu plus dans l'extrême par rapport à son programme, et LFI un peu moins. Donc, c'est pour ça que je voulais un petit peu en parler, parce que ici, par exemple, donc pour Mathilde Panot qui parle de méthodes terroristes, en réalité, effectivement, le Hamas a utilisé des méthodes terroristes pour, en réalité, voilà, faire entendre le cri d'une partie de son programme et de ses idées, et ce qui a vachement marché, parce que vous avez vu, les regards se sont tournés directement vers le conflit israélo-palestinien ces derniers mois. Et j'aimerais terminer justement en vous soulignant aussi ce fait. Pourquoi est-ce que le terrorisme est encore d'actualité? Parce que ça marche extrêmement bien. Voilà. Il faut bien avoir conscience de ça, que le jour où en fait les attentats terroristes ne feront plus aucun bruit, il n'y en aura peut-être plus. Je dis peut-être parce qu'on n'est jamais à l'abri avec la folie humaine, évidemment, mais le terrorisme est utilisé parce qu'il marche, il est extrêmement efficace. Vous imaginez, l'État islamique se battait à 1 contre 100 ou 1 contre 1000 avec du matériel comparé à la coalition internationale qui était miséreux, et pourtant, regardez comme on en parle, regardez comme le monde en a parlé, regardez les dégâts qu'ils ont faits dans les différentes nations et communautés. Il est clair et net que nous participons aussi à ça. Quand on voit par exemple la montée du racisme, vous ne vous rendez même pas compte justement à quel point vous rendez service à ce genre de personnes. L'État islamique, il ne rêve que de ça, que la France vire tous ses étrangers, comme ça les étrangers vont se sentir abandonnés par l'Occident, et donc c'est l'influence de l'Occident qui baisse. Et si l'influence de l'Occident baisse, eh bien évidemment ces personnes après seront plus aptes à écouter les sirènes de l'extrémisme. Comme en France, vous voyez, on est en moment de crise, et les gens sont plus que jamais capables d'écouter les chants extrêmes, d'écouter le RN et de trouver qu'en fait finalement c'est peut-être pas plus mal, et peut-être qu'ils ont raison, et peut-être qu'on devrait sacrifier une partie de la population pour les autres. Et vraiment je vais dire comme ça, mais tous les partis extrêmes, tous les partis extrémistes, et notamment les partis fascistes et nationalistes, etc., jouent cette carte, la carte de la victimisation. Regardez, en France, c'est regarder les étrangers, c'est eux qui nous volent notre argent, mais ne soyez pas dupes. Au Mali, ce sera regarder les Français qui volent notre argent. Et qui vont donc du coup faire quoi? Les gens vont commencer à s'énerver, à s'agacer et commencer à détester les Français. Et c'est comme ça qu'aussi on atteint des problèmes, qu'on atteint littéralement, qu'on provoque finalement des attentats. Et c'est pour ça que je mets le doigt dessus. Je pense aussi qu'il faut bien avoir conscience que vous n'aurez jamais un parti qui vous plaira à 100%, d'accord? Ni même une personnalité qui vous plaira à 100%. Donc, votez en fait, quand il faut voter, c'est le conseil que je fais toujours, mais votez pour les gens qui sont le plus proches en réalité de vos idées, parce que ça n'existe pas quelqu'un qui exactement aura vos idées. Et je dis que ça n'existe pas, en réalité, à part si vous vous présentez, voilà quoi. Si vous voulez vraiment, si vous trouvez que vos idées sont géniales, présentez-vous. Si ce n'est pas le cas, trouvez quelqu'un qui s'adapte le plus à vos idées. Et ensuite, pour parler des partis, parce que je suis vraiment choqué en France à quel point les gens sont d'une... Enfin, à mon sens, c'est une certaine naïveté de penser que forcément, en fait, une fois que tu votes un parti, tu dois adhérer à toutes ses idées. Non, évidemment que non. Vous ne trouverez jamais un parti qui 100% adhère, pour lequel vous adhérez aux idées. Alors, c'est très rare, quoi. Disons plutôt que c'est très rare, parce qu'il y en a, évidemment, qui se retrouvent complètement dans les programmes, mais c'est extrêmement rare. Ce que vous devez voir, c'est quelles sont vos priorités, quelles sont vos valeurs qui sont les plus importantes, et surtout, votre vote doit aller au parti qui, à votre sens, vous écoutera le mieux et agira en conséquence. Si, par exemple, parce qu'on a tous des priorités différentes, mais si par exemple c'est la pauvreté qui vous touche particulièrement, eh bien,
c'est pas parce que, imaginons, la France Insoumise n'en parle pas dans son programme que vous, si vous votez pour la France Insoumise, vous ne devriez pas après dire « Bon, mais voilà, moi j'ai voté pour vous pour ce volet pauvreté et j'aimerais que vous vous en occupiez. » Bien sûr, on ne peut pas le promettre, on ne peut pas, voilà, hein, on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans l'avenir, mais il faut bien avoir conscience que la gauche a littéralement sa dernière carte à jouer et qu'elle ne pourra pas agir comme l'a fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire en ne prenant rien en considération, en ne prenant rien ni personne. Elle va être obligée de composer, d'autant plus que c'est donc, je le rappelle, une coalition entre différents partis de gauche, avec des sensibilités différentes, avec des opinions différentes. Il y a la NPA qui est anticapitaliste, il y a le PS qui est libéral, mais de gauche, enfin c'est plutôt socialiste donc. Donc vous voyez, c'est pas du tout les mêmes idées, c'est pas du tout les mêmes solutions hein, pour votre pays et pour même l'Europe. Hein. Et je pense qu'il faut bien en avoir conscience que si ces partis ont réussi à se mettre d'accord, c'est non seulement parce que la situation est extrêmement grave, mais aussi parce que justement on est arrivé à un tel point dans l'exagération de droite, hein, de cette économie aussi de droite, que forcément les partis de gauche se sont dit bon, plutôt que de chacun pinailler sur des détails, on va plutôt se mettre d'accord sur des fondements. Et ces fondements, c'est leur programme hein, que je vous invite bien sûr à découvrir si cela vous intéresse. Bref, je voulais faire cette petite vidéo pour une mise au clair parce que je trouvais que c'était plutôt important. N'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire, dans le respect évidemment de chacun. Et à vous abonner si ce genre de vidéo vous a plu. Je vous invite très fortement évidemment à regarder ma dernière vidéo sur les élections belges. Parce que je pense que ça peut donner beaucoup d'idées à pas mal d'entre vous et surtout un autre regard aussi sur la démocratie, une autre manière de fonctionner qui est beaucoup plus qu'en France, hein, qui est beaucoup plus, je vais dire, de compromission, qui est beaucoup plus un mélange de partis parce que les mélanges de partis sont obligatoires en Belgique. Bref, je vous laisse découvrir ça si ça vous intéresse. Auquel cas, je suis sûr qu'il y a d'autres gens aussi hein, qui en parlent 10 fois mieux que moi. Moi, c'est juste une vidéo que j'ai essayé de faire au mieux. Mais je pense qu'il y a des gens qui font un meilleur boulot que moi. Bref, je vous souhaite bon courage à tous, hein, que ce soit vous, Français, mais aussi nous, Belges. Hein. Sachez que les élections françaises, je pense, vont un peu plus loin que juste la France. Donc voilà, hein, soyez responsables. Ne vous faites pas avoir hein, par les différents, par les différentes prises de position. Et puis bon courage à tout le monde, on va tous en avoir besoin. Voilà, des bisous!